Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents et directeurs, chers amis, fin juin dernier, le conseil d'administration des jeunes agriculteurs de la Manche a élu une nouvelle équipe départementale pour porter haut et fort les attentes de notre syndicat de jeunes pour les 2 années prochaines. Le réseau m'a fait confiance pour assumer la présidence et je tâcherai au mieux d'être digne de cette responsabilité. C'est avec un immense enthousiasme et quelques inquiétudes, soyons francs, que notre jeune équipe d'agriculteurs de la Manche prend ses fonctions. Un immense enthousiasme car notre volonté de conserver de la vie dans nos territoires ruraux à travers le renouvellement des générations agricoles est intacte. Nous continuerons le travail de nos prédécesseurs pour insister et faciliter l'installation des jeunes dans notre département. Cette mission d'intérêt public ne peut et ne pourra se faire sans l'engagement de tous. J'entends par là celui de nos aînés et de nos élus territoriaux. Ensemble, nous avons tous un rôle à jouer. Notre combat de toujours pour conserver une DJA attractive, pour permettre aux porteurs de projets d'être soutenus aussi bien financièrement que techniquement, continue de porter ses fruits. J'en veux pour preuve les 88 nouveaux chefs d'exploitation qui ont bénéficié dans la Manche en 2019. Malgré une augmentation du soutien alloué via la DJA en 4 ans, passant de 15 000 € à 26 000 € en moyenne, les freins à l'installation restent aujourd'hui nombreux, d'où nos inquiétudes. Vous l'aurez compris, l'un des freins est bien sûr le coût des reprises des exploitations. Aujourd'hui, en Normandie, le coût moyen d'une exploitation laitière en individuel frôle les 500 000 €. S'engager en début de carrière avec un tel crédit fait peur. La passion du métier a ses limites, surtout lorsque le fruit de sa production peine à être rémunéré correctement. Je me permets à ce sujet de faire une aparté pour attirer l'attention des élus et parlementaires présents pour rappeler que le compte n'y est toujours pas. Je veux parler là des EGA, États généraux de l'alimentation, qui pour nous s'apparente plutôt à l'enfumage de grande ampleur. Cette concertation plurisectorielle qui devait redonner du prix aux producteurs reste du vent. Du moins, pour nous, les agriculteurs, une fois de plus, nous n'en sortons pas gagnants. Pour en revenir à l'installation des jeunes et à la transmission des outils de production, nous comprenons que des perspectives d'évolution peuvent s'offrir aux exploitants en place d'une 50aine d'années lorsque le rythme de croisière est atteint. Néanmoins, nous voulons vous mettre en garde sur les investissements de fin de carrière qui peuvent contribuer à l'augmentation de ces coûts de reprise et de ce fait freiner l'installation. Ayons à l'esprit que le profil des candidats à l'installation a évolué ces dernières années, que le ratio évolue également entre les installations familiales et hors cadre familial et que le financement sont de plus en plus difficiles à obtenir, notamment en l'absence de perspectives dans certaines filières, le tout sur fond de pression sociale et environnementale sans cesse grandissante. Aussi, en cette année 2020 où le monde rencontre un bouleversement sans précédent, il est temps de rebattre les cartes pour assurer notre souveraineté alimentaire sur le long terme. Ce printemps 2020 où la France, l'Europe et une partie du monde s'est mis à l'arrêt doit nous faire réagir. La crise sanitaire sans précédent qui traverse notre pays nous incite à questionner notre vision de la société, de l'économie, jusqu'à nos choix et nos pratiques. Elle permet au centre des préoccupations les secteurs dits nécessaires à la nation, tels que la santé ou l'agriculture. Le président de la République l'a annoncé, il nous faudra rebâtir notre indépendance agricole. Notre syndicat Jeunes Agriculteurs s'est mis en ordre de bataille pour défendre la profession, en particulier les jeunes. Pendant cette crise, mais aussi porter nos messages
à long terme pour défendre notre souveraineté agricole et alimentaire en relevant le défi du renouvellement des générations d'agriculteurs. Nous avons fait en sorte que les projets des jeunes qui souhaitent installer puissent se poursuivre le mieux possible durant cette période. Et jour après jour, lever les freins avec nos partenaires du monde agricole. Il faudra prendre des mesures à moyen et court terme pour préserver une agriculture indispensable pour faire face à ces crises de grande ampleur. C'est dans cette option que Jeunes Agriculteurs a proposé début d'été son manifeste pour bâtir une nouvelle souveraineté alimentaire pour la France, l'Europe, après la crise sanitaire. Ce manifeste se décline autour de 3 axes. Premièrement, développer la résilience de l'agriculture française. Deuxièmement, assurer le renouvellement des générations en agriculture. Et enfin, assumer une politique alimentaire européenne et internationale cohérente. Nous parlons ici des accords commerciaux et la distorsion de concurrence qui en découle. Comprenons bien que l'agriculture a son rôle à jouer dans le monde post-Covid. Et c'est avec les jeunes d'aujourd'hui qui seront en place demain qu'il faut y réfléchir. À ce titre, nous présenterons ce vendredi notre manifeste aux parlementaires et élus communautaires manchois lors d'une rencontre à la ferme. Pour finir, je ne peux intervenir dans votre assemblée sans vous rappeler que nous vous attendons nombreux dimanche 6 septembre à Saint-Clair-sur-Elle pour célébrer notre agriculture départementale à l'occasion du Festival de la Terre et de la Ruralité. Là encore, nous avons su nous accommoder de la situation sanitaire en proposant une fête adaptée afin de recevoir bénévoles exposants au grand public issus des milieux ruraux et citadins dans les meilleures conditions. La Covid-19 ne nous empêchera pas d'assurer notre mission de communication et de promotion des métiers de l'agriculture. Une fois de plus, nous serons au rendez-vous et nous espérons que vous aussi. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à réserver rapidement vos billets d'entrée en ligne sur le site www.ja.fr, car je vous rappelle qu'aucune billetterie physique ne sera mise en place le jour J. Alors à vos claviers. Je remercie votre Assemblée pour ce temps de parole qui est donné aux jeunes et je remercie de votre attention. Merci à toi Luc, et puis mille excuses encore à nos élus, mais merci à vous, chers élus, d'être présents cet après-midi. Mille excuses sur le timing un peu dépassé. D'ailleurs, je tiens à remercier mes collègues du bureau de la FDSEA qui ont activement œuvré ce début d'après-midi pour que tout le monde puisse réintégrer la salle, les lieux, pour que nous puissions commencer le moins en retard possible. On en reparlera, je pense, lorsqu'on fera un point au conseil d'administration sur l'organisation de l'Assemblée générale. Messieurs les députés, mesdames, messieurs les conseillers régionaux, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, messieurs les présidents de PCI, mesdames, messieurs les présidents d'OPA, mesdames, messieurs les directeurs d'OPA, monsieur le président du groupe Avril, cher Arnaud, premier vice-président de la FNSEA, mesdames, messieurs les élus de la FDSEA, à vous, chers adhérents. Merci à vous tous d'avoir répondu présent à cette Assemblée générale de la FDSEA de la Manche, et je salue et remercie celles et ceux à qui nous avons donné la possibilité de suivre nos travaux cet après-midi par voie numérique, donc YouTube, puisque nous serons cet après-midi filmés et retransmis via un lien envoyé à nos adhérents. Assemblée générale ordinaire, si ordinaire qu'elle est dans ce contexte sanitaire si particulier, devenir dans son organisation quasi extraordinaire. Nous avons dû nous résoudre à faire des choix, nous résoudre à l'essentiel pour l'organisation de cette journée, des choix téléguidés par le cadre sanitaire que tous nous connaissons. En effet, seuls les adhérents de la FDSEA, porteurs d'un mandat de vote, ont pu être conviés à cette Assemblée générale. Si certains pouvaient l'attendre,
Je ne ferai d'ailleurs aucun commentaire des décisions prises ces dernières semaines par le corps préfectoral concernant l'annulation de la foire de l'Essai. Considérant que sur une affaire sanitaire, au regard de ce qu'impacte le principe de précaution, je laisse à Monsieur le Préfet prendre et assumer les responsabilités qui sont les siennes. On dira plus vulgairement au café du commerce qu'il est d'ailleurs bien payé pour ça. Je n'avais d'ailleurs moi-même pas avis à donner avant même que les autorités se positionnent, seulement un souhait que cette foire puisse se dérouler dans des conditions les plus proches de ce que nous connaissons habituellement. Et pour le coup, la ruralité, le monde agricole ont perdu une occasion annuelle de se rassembler dans un esprit fraternel. Nous avons perdu une bataille face au Covid. Néanmoins, d'autres batailles ont été gagnées, telles que la démonstration des prestataires de services pendant l'épisode annuel de déclaration PAC en plein confinement. Les méthodes, les outils, les habitudes ont été adaptés pour que, à ce jour, plus de 90% des déclarants aient pu déposer leur dossier dans les délais. C'est évidemment en comptant sur l'engagement des services de la DDTM à être actifs pour régler les problèmes là où il pouvait y en avoir. Saluer également l'engagement des élus professionnels pour avoir adopté de nouvelles méthodes de fonctionnement sur l'organisation des réunions et de la vie de nos structures. Un pas en avant conséquent aura été fait pour rendre courant dans leur utilisation ces outils que sont la conférence téléphonique, la visioconférence, mais également pour nos collaborateurs de la FDSEA et de AS Normandie au travers de la mise en place du télétravail. L'engagement de chacun pour ce qui vient d'être énoncé doit être reconnu. Cependant, le calibrage de l'utilisation de ces technologies devra être réfléchi, sinon nous risquons l'intoxication numérique. En effet, les rapports en B2B restent absolument nécessaires pour faire fonctionner la machine associative, pour faire fonctionner la machine collective, pour bâtir, pour construire. Et donc je compte sur la direction de la FDSEA pour en user, et je m'adresse à notre nouveau directeur, à qui je vais bien vouloir demander de se lever pour que tout le monde puisse l'identifier, en user sans en abuser. Donc Thierry Rouxel vient d'intégrer nos murs ces dernières semaines et prendra ses fonctions le 1er septembre prochain. Bienvenue à vous, Thierry, dans cette maison. Et vous serez épaulé, alors je pense qu'un certain nombre commencent à le connaître, parce que ça fait quelques semaines, quelques mois qu'il exerce dans nos murs, donc par Nicolas Duret, qui sera plus chargé de la relation avec les élus et de la partie politique et syndicale. Je ne sais pas s'il est par là, Nicolas. Voilà, donc vous l'avez vu, il est derrière vous, c'est le monsieur en pantalon rouge avec un masque, mais comme vous tous, évidemment. Voilà. Merci à vous deux d'avoir rejoint l'équipe pour succéder, évidemment, à Thierry, puisque Thierry Momineau, qui était chez nous dans nos murs depuis 2014, a fait le choix de faire valoir ses droits à la retraite. Et je voulais vous le dire, Thierry. Merci à vous, Thierry, qui avez su, donc dans cette période de confinement, cette période d'adaptation nouvelle, avec l'équipe de direction, rassurer puis galvaniser nos collaborateurs pour faire face. Une fois de plus, c'est dans les difficultés les plus périlleuses que vous êtes le meilleur. Une fois encore, les élus de la FDSEA ont pu mesurer votre attachement et votre fidélité à la maison FDSEA, et ceux qui me connaissent et m'entendent vociférer tant de louanges à votre égard ont bien compris la particularité du moment. Ce moment où nos relations, notre complicité, vont peu à peu, d'ici quelques jours, puis quelques semaines, quelques mois, basculer dans l'histoire. Ce temps qui est celui d'où nous venons, nous en serons évidemment tous nostalgiques. Et même si vulgairement il se dit que nul n'est irremplaçable, vous avez marqué votre empreinte dans cette maison. Comme vous avez marqué les hommes et les femmes des territoires où tout au long de votre carrière, vous avez œuvré pour la FNSEA, pour la cause agricole. Donc je tenais à vous remercier, Thierry. Et puis, on avait à quelques-uns, évidemment, pensé vous offrir quelques présents. On va évidemment laisser à Thierry le temps de déballer, parce que quand on fait un cadeau, au moins on aime bien voir la tête de celui qui la déballe, parce que... C'est au moins savoir si on ne s'est pas trompé.
Alors, je poursuis, prenez votre temps, Thierry. L'engagement et le combat vont évidemment se poursuivre donc, avec votre successeur, Thierry Rouxel, et donc ce que je rappelais à l'instant, l'appui de Nicolas Duret, arrivé depuis quelques mois. Merci également aux élus de la FDSEA sortants qui, pour diverses raisons, ont choisi d'arrêter leur engagement au Conseil de la FDSEA. Merci à celles et ceux qui, avec leur courage, ont accepté un nouvel engagement de 3 ans pour accomplir une tâche ingrate, mais humainement valorisante, de faire face pour la profession aux trains qui n'arrivent pas à l'heure. Une tâche plus facile à remplir lorsque l'on fait le choix, comme à la FDSEA, d'anticiper les retards de train. Ah, je vois que vous avez œuvré. Donc, vous avez un commentaire, Thierry? Enfin, vous pouvez faire un commentaire, les verres sont vides. Non, mais... Évidemment, Thierry, je ne vous aurais pas fait l'affront de vous offrir des verres vides. Alors parfois, il nous est arrivé avec Thierry et quelques autres d'ailleurs, de partager, ou du moins, surtout pour moi, que vous avez amélioré et argumenté ma culture personnelle sur ces délices irlandais. Nous avons parfois, même quelquefois, peut-être trop souvent, partagé ensemble, mais c'est évidemment avec plaisir, Thierry, que l'opération pourra se renouveler quand vous le souhaiterez. Voilà. Merci à vous, Thierry. Donc, pour reprendre, je disais effectivement, l'engagement professionnel à la FDSEA, dans le syndicalisme, dans la défense professionnelle, est une tâche plus facile à remplir lorsque l'on fait le choix, comme la FDSEA, d'anticiper les trains qui arrivent en retard. C'est ce que nous avons fait avec le Conseil sortant, en retravaillant les statuts de notre organisation. Nous en avons parlé et échangé avec le réseau ce matin. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que notre outil de défense professionnelle va maintenant plus s'articuler autour des nouveaux centres de décision locaux, tels que sont les EPCI. L'organisation interne des élus laissera, espérons-le, avec la mise en place de la commission syndicale, un espace d'expression sur la place Saint-Loise plus ouvert. Donc, sous-entendu, sur la place Saint-Loise, sous-entendu à la FDSEA de la Manche, à l'antenne départementale. Il est important que nous soyons plus à l'écoute du terrain. Cette commission syndicale sera en appui du conseil d'administration sur le fonctionnement du réseau et qui restera de toute façon le conseil d'administration souverain dans ses choix et orientations de la politique agricole portée par la FDSEA. Anticiper pour aller au-devant des problèmes et éviter de courir derrière ces trains qui n'arrivent pas à l'heure fait partie des fondamentaux de la FDSEA. Nous l'avons fait sur le sujet de la fourniture de paille cet hiver avec Gilbert Michel. Et je vous rassure, Gilbert et moi-même, qui avons porté le sujet ensemble face au conseil d'administration, n'avons aucune faculté ou prédisposition à prédire la météo de ces prochaines semaines. Mais le fait de travailler, de proposer une opération paille dès le mois de janvier dernier, certes à des tarifs au niveau de l'époque, au marché de l'époque, permet aujourd'hui à ceux qui ont anticipé d'assurer le volume et le prix sur l'approvisionnement futur qui restera difficile. C'est en quelque sorte un cas d'école de gestion de train que l'on attend sur le quai de la gare, dont vous savez qu'il n'arrivera pas à l'heure, mais parce que vous savez qu'il arrivera hors délai à bon port, vous avez des alternatives possibles à mettre en place pour éviter le retard. C'est dans cet état d'esprit que la FDSEA a fait la demande à l'administration d'une mission d'enquête concernant l'impact de la sécheresse, afin d'obtenir des dégrèvements d'impôts fonciers que nos propriétaires défalqueront évidemment du fermage de leurs fermiers. Anticiper le changement climatique, même dans la Manche, fait partie des travaux à conduire et de l'anticipation dans laquelle nous nous inscrivons. Je salue la ténacité de Monsieur le Préfet à poursuivre ce que nous avions demandé à son prédécesseur concernant la mise en place d'un PGRE dans le département. Nous avons la chance dans notre département d'être en capacité de moins subir le changement climatique. Alors portons un projet ambitieux de la ressource en eau qui nous permette de préserver face aux enjeux climatiques de demain notre agriculture.
Tout comme nous souhaitons évidemment faire face aux enjeux sociétaux d'aujourd'hui, la mise en place de la charte riverain est un chantier que nous avons ouvert à la FDSEA il y a plus d'1 an, dans l'ambition d'avoir, avec nos riverains, un sens partagé des responsabilités qui doit être de tolérer les nuisances naturelles dans l'exercice de l'agriculture pour les uns et prendre conscience pour les autres que là où l'on est, même arrivés les premiers, on est souvent seul. La charte riverain dans ce département ne va pas suffisamment loin. Il faudra que la société s'engage, elle aussi, à l'acceptation d'autrui. Les agriculteurs ne pourront pas rester les seuls à prendre les engagements. Le dossier de l'utilisation des produits de protection des cultures est un sujet qui préoccupe notre société. Mais il faudra, je le dis aux élus qui sont parmi nous, le porter avec plus de pragmatisme. Le président Macron l'a lui-même exprimé il y a quelques années. Il était déjà président. Pas de suppression sans solution. Il a fallu attendre plus de 3 ans et la menace de voir s'effondrer la filière sucrière française pour que, enfin, il y ait un début de mise en application de ce principe. Quand nous supprimons l'utilisation des nicotinoïdes en France, nos voisins et d'abord concurrents européens nous suivent, mais en mettant en place un dispositif dérogatoire. Cela me rappelle un dossier plus local autour de l'utilisation du 1,3-D en production de carottes, un dossier dans lequel l'État a laissé commercialiser sur le territoire la production de carottes espagnoles, des carottes produites avec l'utilisation du fameux 1,3-D. En termes de distorsion de concurrence, on a rarement fait mieux, et le refus du gouvernement fait à la profession d'appliquer la clause de sauvegarde montre qu'au plus haut sommet de l'État, on n'est pas à une incohérence près. Sur ce sujet légumes, nous avions partagé une stratégie entre nous, FDSEA et AOP, issue d'un consensus où le dialogue et la préservation de l'image de nos produits étaient à prioriser. J'assume encore aujourd'hui les choix qui ont été les nôtres, mais voilà un train dans lequel nous avons accumulé du retard pour dire qu'il n'est même pas encore arrivé. Et dans les réflexions et dans les échanges qui sont les nôtres, alors avec les élus, les élus de la FDSEA et les parlementaires, j'ai relevé une remarque il y a quelques jours d'un de nos parlementaires manchois qui, au détour d'une discussion sur les problématiques agricoles, nous a rappelé très justement que tout était question de rapport de force. Et pour terminer mon propos, je vous invite, chers collègues de la FDSEA, à méditer les modalités d'action à mettre en place, les modalités qui sont les nôtres. Est-ce que sur le sujet de la carotte, par exemple, où nous avons été hyper constructifs, où nous avons été, je pense, intelligents dans les choix qui ont été les nôtres pour tenter d'amener ce dossier au bout et dans un délai le plus court possible, peut-être aurions-nous dû taper du poing sur la table, ressortir les vieilles méthodes devant la préfecture avant de discuter. Voilà le regret que j'ai, c'est que sur ce dossier où nous avons à la FDSEA floué nos fondamentaux historiques pour rentrer dans une démarche économique proactive, de prospective et de réflexion, on s'est quand même un peu foutu des producteurs de carottes, du secteur légumier. Voilà, Arnaud, ce que je voulais évoquer sur l'humeur syndicale de la FDSEA de la Manche. Et pour en avoir échangé avec toi, et je le dis à l'assistance, il y a 2 sujets qui nous préoccupent évidemment dans le département. C'est l'état d'avancée du projet États généraux de l'alimentation, où là, évidemment, les éleveurs attendent beaucoup. Et puis, les futures discussions autour de la politique agricole commune, où on sait que la bagarre, ou le rapport de force, va très vite se mettre en place, peut-être entre les régions, mais au moins entre les pays européens, pour avoir une distribution des fonds européens où chacun va essayer de tirer la couverture à soi. Donc, je t'ai donné quelques éléments hier soir dans les discussions, on t'a donné quelques éléments hier soir dans les discussions qu'on a eues sur ce qu'on pouvait, nous, en attendre de cette réforme de la PAC. J'attends pas des réponses fermes et définitives, je ne serai pas dans ce niveau d'exigence, mais moi-même, comme nos adhérents, on a besoin d'être éclairés, mais peut-être aussi nos élus. Merci à vous.
Simplement, pendant que Arnaud s'installe, je le dis à mesdames, messieurs les parlementaires et élus, il y aura un temps d'échange après l'intervention d'Arnaud où les uns et les autres pourront éventuellement faire une intervention s'ils le souhaitent. Voilà. Je vous remercie. Excuse-moi Arnaud. Non, mais il n'y a pas de problème. Bien, bonjour à tous. Je voudrais d'abord évidemment saluer le ou les représentants de l'État que je n'ai pas vus, remercier les parlementaires nombreux, je le souligne, pour faire un certain nombre de réunions. Nous n'avons pas la chance d'avoir autant de parlementaires partout sur le territoire. C'est plutôt un signe intéressant. Et comme en plus, ils ne sont pas en préparation d'élection, c'est un signe d'autant plus important à noter qu'il y a un vrai attachement à la profession agricole. Je voudrais saluer l'ensemble des représentants des collectivités, Madame la présidente des maires du département, l'ensemble des partenaires des organisations professionnelles agricoles qui sont là, le président de la Chambre, cher Pascal, le président des GIA, cher Luc. Mes premiers mots, c'est d'abord pour vous, les adhérents. Moi, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci parce que dans le contexte que, évidemment, nous traversons, continuer à adhérer à un syndicat professionnel, accepter de donner une partie de son temps au collectif, accepter de sortir de son exploitation, prendre éventuellement les remarques désagréables des collègues parce qu'on est engagé, ça nécessite quand même une certaine dose de conviction. Et on sait qu'on traverse collectivement un moment difficile en agriculture. Il y a d'autres secteurs qui traversent des moments difficiles, mais c'est particulièrement difficile en agriculture. Et donc votre présence nombreuse aujourd'hui, Covid supplémentaire, avec des conditions depuis ce matin avec le masque sur le nez qui ne sont pas forcément très agréables pour tout le monde. Je voulais d'abord commencer par vous dire merci de cet engagement, merci de cet intérêt. C'est suffisamment notable dans le contexte dans lequel on est pour le remarquer. Alors, moi, je voudrais vous dire en quelques mots quelle est l'ambition de la FNSEA. Et comme on ne va pas se cacher derrière son petit doigt et qu'on sait que, évidemment, l'ambiance n'est pas exceptionnelle en ce moment, je voudrais vous redire quelles sont les conditions d'espérer. Ça me paraît important de le rappeler parce que finalement, c'est dans les moments les plus difficiles qu'il faut avoir peut-être quelques points de repère qui nous permettent de nous dire pourquoi on fait ce métier et pourquoi on y croit tous ensemble. Je vais partir d'un peu loin, vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps et je vais revenir de manière très concrète sur le terrain, mais il faut parfois lever la tête. On est dans un contexte mondial dans lequel, on le sait aujourd'hui, la démographie va continuer à galoper et galoper de manière importante. Et notamment sur un continent qui nous est très proche, avec lequel on a des relations très étroites, qui est le continent africain, et sur un sujet qui nous est proche, qui est la question alimentaire, qui pose un vrai sujet sur ce continent. C'est pour nous un enjeu de production importante. Deuxième élément, donc la démographie, c'est plus à discuter, c'est acté. Deuxième élément de contexte, le changement climatique fait qu'il y a de moins en moins de pays dans le monde qui seront en capacité de produire de l'alimentation. Alors je parle des grandes productions, je l'ai dit ce matin, et ces pays ont une responsabilité dans l'accompagnement de la croissance démographique. Et évidemment, quand on a la chance d'être dans un pays comme la France, c'est un pays moderne, ouvert sur 4 océans, avec des gens formés, avec des canaux de circulation importants, avec une structuration de l'administration, quoi qu'on en pense, qui est bien au-delà de tous les standards internationaux, on a des vrais atouts dans la Manche pour pouvoir jouer la partie. Et d'ailleurs, c'est un des sujets de frustration importants, c'est qu'on a tellement d'atouts sur l'agriculture européenne que franchement, on n'est quand même pas très bon pour pouvoir les utiliser. Et donc, ça, c'est des atouts qu'on a et qu'on doit continuer à affirmer. Pour autant, le constat, c'est quoi? C'est qu'on a l'entreprise agricole France qui perd des parts de marché partout. Alors, parts de marché, efficacité économique, efficacité de production, j'y reviendrai. Et donc, c'est une vraie gabegie, ce qu'on est en train d'observer. Et le combat de la FNSEA, et c'est ça que je veux vous dire, c'est qu'en fait, il faut être sur tous les plans. Il faut être sur les plans de court terme. Je vais y revenir. Tu m'as interrogé sur la PAC, sur les états généraux de l'alimentation. Mais il faut aussi qu'on ne perde pas de vue le contact avec la société qui, encore une fois, nous connaît de moins en moins bien et à qui on a intérêt à expliquer les raisons de la croissance. Alors, on a aujourd'hui, finalement, une population qui a toujours eu les supermarchés pleins, qui est parfaitement consciente de la possibilité d'avoir de l'alimentation en quantité. Vous savez qu'on gâche dans ce pays près de 33 kilos de nourriture par an et par habitant, ce qui est un véritable scandale. Voilà, donc on a des progrès collectivement à faire, mais on doit garder l'alimentation et la production française comme étant un atout pour ce pays, d'abord pour le pays, mais aussi parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis des autres. Et dire, finalement, nous, on a ce qu'il faut, comme on l'entend parfois, comme on l'a entendu récemment sur le sucre, finalement, on a ce qu'il faut et on peut se contenter de la proximité.
c'est bien parce qu'on a l'assiette pleine, mais on aura aussi un vrai sujet demain migratoire qui menacera ce qu'est la condition de fonctionnement en Europe aujourd'hui et qui viendra complètement perturber la manière dont on opère. Il n'y a qu'à prendre en ce moment les tensions internationales qu'on observe, qui concernent directement l'alimentation. Alors je remonte un peu loin, il y a 5 ans, 6 ans, 2014, quand on dit on va faire un embargo par la Russie, tout le monde est très satisfait, ça fait plaisir à tout le monde, sauf qu'en 5 ans, les Russes ont quasiment doublé leur capacité productive et sont aujourd'hui des pure players dans plein de domaines. Je ne vais pas les citer. Il n'y a qu'à voir les élevages laitiers en Russie. Je peux vous dire qu'on n'est pas avec les problèmes d'ICPE qu'on connaît chez nous. Donc voilà, on a aujourd'hui des voisins qui se sont dévoilés. On a des relations internationales qui peuvent être très compliquées. J'en ai parlé ce matin. Nos producteurs de vin français, quand Trump décide que la guerre entre l'Airbus et Boeing va se acter sur le plan alimentaire, ça impacte. Vous voyez ce qui se passe en ce moment aux ports de l'Europe, entre la Turquie et la Grèce, c'est aussi une problématique, la Biélorussie. Donc les tensions existent. Des événements qu'on ne prévoit pas arrivent et bouleversent les choses. Le Covid, personne ne savait ce que c'était il y a un an. Aujourd'hui, ça a bouleversé l'économie mondiale. Vous avez vu la place des commerces de proximité et du locavorisme dans le cas de la crise. Je précise que depuis que le confinement est terminé, la chute de la consommation de proximité a largement baissé et les supermarchés ont largement retrouvé leur part de marché. Donc vous voyez qu'il y a une forme de paradoxe permanent et c'est pour ça que dans ce cadre-là, il faut pouvoir conserver des fondamentaux. Et le fondamental de l'alimentation, de l'énergie, c'est le cœur de la production agricole. Et ça n'a qu'un vecteur à la FNSEA, c'est autour de l'économie que ça se passera. Alors on peut faire du sociétal, on peut faire de l'environnemental, il faut le faire, je l'ai dit, il faut expliquer notre métier autour de chez nous. Il faut, ça nous paraît à nous une lapalissade, mais peut-être mieux expliquer en quoi on est les premiers promoteurs de la protection de l'environnement, parce qu'évidemment c'est notre outil de travail et il n'y a pas un seul agriculteur qui est assez stupide pour finalement fusiller son outil de travail. Mais on doit prendre conscience aussi, et personne ne le nie dans le milieu agricole, que le changement climatique est là, que les sujets autour de la biodiversité sont là, et que l'agriculture finalement est une forme de réponse. Et quand on a compris ça et qu'on le pose comme ça, alors on peut descendre sur les problèmes européens, nationaux et locaux en ayant conscience qu'on a des vrais atouts dans notre manche. Et il n'y a pas tant de secteurs d'activité qui peuvent le prétendre de cette manière. Alors on va décliner, on va commencer par l'Europe. Je prends le volet de la PAC, on pourra en prendre d'autres, mais je vais prendre le volet de la PAC. On a eu une négociation des chefs d'État et de gouvernement qui a eu lieu il y a quelques semaines, dont on pouvait craindre qu'elle soit compliquée. Elle l'a été d'ailleurs, puisque jamais un sommet des chefs d'État et de gouvernement n'a duré aussi longtemps et on n'était finalement pas si loin de l'incapacité à trouver un accord. Il a été trouvé et je m'en réjouis. Disons les choses clairement, c'est une très bonne négociation pour l'agriculture. Jamais, finalement, les fonds dédiés à l'agriculture n'auront été aussi bien protégés que dans cette négociation. Les 2 dernières négociations, on avait des chutes assez importantes. Là, on va avoir finalement un maintien. Alors, il y a une petite subtilité en euros courants du budget. Alors, je m'empresse de dire que moi, je ne suis pas un technocrate et que la réalité, c'est qu'en euros constants, variation corrigée de l'inflation, ça fera moins. Voilà. Alors, on peut dire la négo aurait pu être pire et finalement, on s'en sort bien. C'est vrai. Mais la réalité, c'est que le budget qui sera alloué au premier et au deuxième pilier sera en euros constants, c'est-à-dire données corrigées de l'inflation, c'est-à-dire le sonnant et le trébuchant vont toucher les agriculteurs dans leur ensemble en France, en baisse. Voilà. Je le dis parce qu'il se lit et il se dit beaucoup de choses. Ce que je vous dis, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a eu une bonne négo. Vous vous souvenez qu'on parlait de moins 15 ou de moins 20%. Ça ne sera pas le cas, mais en revanche, on subira l'inflation et donc on aura une baisse. Et je le dis aussi parce que quand on parle de la PAC, et tu l'as souligné de cette manière, Sébastien, on a finalement l'idée qu'il faudrait protéger ou son territoire ou sa production. Alors évidemment, quand on est en responsabilité de ce sujet à la FNSEA, on essaie d'avoir une vision globale qui permet de donner quelques vecteurs. Et je voudrais essayer peut-être de les décliner rapidement devant vous. Ce qui compte pour nous, c'est la capacité productive et répondre précisément à la politique publique qui consiste à fournir à nos concitoyens une alimentation saine sur l'ensemble du territoire, de pouvoir répondre aux enjeux d'aménagement du territoire. Alors on pourrait parler d'ICHN parce que je sais qu'un certain nombre de communes vont maintenant être dotées dans ce département, et de voir comment on peut continuer à garder une capacité d'investissement. Et donc le prisme de cette politique à la FNSEA, il est clair, c'est que la PAC, c'est une politique
économique. Ce n'est pas une politique de traitement social de l'agriculture. C'est une politique économique. Alors après, une fois que j'ai dit ça, il faut qu'on prenne les réalités. Je connais évidemment les niveaux de soutien qui étaient les vôtres au début de la réforme, mais enfin on parle de 92, on est près de 30 ans après, il y a quand même un moment, il faut qu'on regarde devant nous. Et donc ce que nous travaillons à la FNSEA, c'est la capacité à permettre aux agriculteurs, de bénéficier d'un soutien qui sera le plus harmonisé possible sur le territoire national. Puisqu'on parlait de base historique qui était très différente, il faut un moment qu'on fasse converger. Donc c'est la convergence, je ne rentre pas dans les détails, s'il y a des questions, j'y répondrai bien volontiers. Deuxième chose, c'est qu'on va avoir un nouvel outil qui s'appelle l'éco-schéma, l'éco-scheme. Cet outil, il va concerner et le végétal et l'animal. Je ne suis pas capable de vous dire ce qui sera exactement, mais pour avoir des discussions avec la DGPE, il y aura des mesures autour de la question de l'herbe ou de l'autonomie des exploitations, on pourra y revenir, et puis sur le végétal, sur la diversité de l'assolement. On ne sait pas encore ce que seront les détails. Ce qui est important pour nous, c'est que ces mesures, elles puissent avoir un levier environnemental, mais qu'elles n'obèrent pas la capacité de manœuvre du chef d'entreprise. Voilà. Donc il ne faut pas que ce soit quelque chose de punitif, il faut que ce soit quelque chose de mesurable, mais il faut qu'en tous les cas, ça n'empêche pas le chef d'entreprise, dans ses moyens de production, de pouvoir faire bouger les choses. Ensuite, on aura un nouvel outil auquel, me semble-t-il, qui me semble-t-il doit être regardé de près, c'est les programmes opérationnels. C'est la capacité à passer d'une politique de subside à une politique d'investissement. C'est-à-dire que demain, dans le premier pilier, il y aura probablement la possibilité qui sera ouverte par filière. Donc le lait aura son programme opérationnel s'il le souhaite, les productions végétales, le porc, la viande bovine. Et l'idée, c'est qu'on passe vis-à-vis du grand public d'une politique où on touchait une aide, même si, encore une fois, on sait en 92 à quoi elle correspondait. On passe d'une aide à la construction d'un programme économique dans lequel on dit, finalement, il est peut-être plus vertueux de construire des projets au plus près de l'entreprise plutôt que d'avoir un soutien dont, finalement, on n'a plus vraiment l'origine et la compréhension par l'ensemble de nos compatriotes. Et donc, moi, j'en attends beaucoup dans la capacité pédagogique à expliquer que la PAC, c'est quelque chose qui construit les territoires, c'est quelque chose qui construit l'économie. Enfin, il y aura du deuxième pilier. Là aussi, il y a eu un certain nombre de débats avec les régions, notamment sur l'emploi des fonds, sur le FEADER, sur tous ces sujets-là. Aujourd'hui, évidemment, encore une fois, les arbitrages ne sont pas rendus. Ce qui est sûr, c'est que ce qui nous paraît important, c'est de pouvoir doter les territoires qui bénéficient d'un cas de handicap naturel d'une enveloppe suffisante avec une répartition la plus équitable possible, mais de pouvoir conserver deux choses, des outils de moyens de gestion des risques, qui soient climatiques, mais aussi demain sanitaires, et d'une politique d'investissement importante. À la FNSEA, on est d'accord pour dire que la politique des MAE est une politique qui est compliquée à gérer, qui a suscité des accidents industriels sans limite. Vous vous souvenez des problématiques de paiement différé qui dataient de 2015, qui était un casse-tête pour les régions. Tout ça, on n'en veut plus. On veut quelque chose de lisible et le plus efficace possible. Alors évidemment, à la FNSEA, les arbitrages seront compliqués parce qu'il faut pouvoir écouter ce que sont les spécificités des régions et des départements. Mais voilà ce qui prévaut à la vision. Alors je te rassure, Sébastien, sur les questions de répartition des enveloppes au niveau européen, l'affaire est close, puisque maintenant la France sait de quel montant, même si on n'a pas encore le chiffre et qu'on l'attend, on connaît la maquette, enfin en tous les cas l'État connaît la maquette budgétaire sur à la fois les aides directes du premier pilier et sur le FEADER du deuxième pilier. Donc il appartiendra maintenant de voir comment elles sont réparties et construites, mais en tous les cas, il n'y a plus de litige avec nos partenaires européens sur ce sujet. Voilà ce que je pouvais dire sur la page. Je ne veux pas être plus long à ce stade. Si évidemment vous avez encore une fois des questions, j'y répondrai. Le deuxième, je descends au niveau national, la question des EGA. Alors, l'idée était bonne. L'idée était de dire, finalement, on a une forte inéquité de répartition de la valeur au sein de la chaîne, et il faut qu'on fasse un peu le point. L'idée était bonne en ce sens qu'elle permettait à chaque filière de faire un plan de filière. Et il me semble que c'était un exercice utile pour que chacun se rechallenge dans sa filière avec l'ensemble des partenaires de l'interprofession sur ce qui devait être fait. Et l'exercice n'a pas été simple partout, et il a plutôt été bien mené. Il était vertueux en ce sens qu'il y a quand même eu un combat avec la grande distribution qui était assez homérique et qui a permis, modestement, quelques avancées et la mise en place d'un cadre réglementaire plus contraignant avec quelques amendes qui ont été distribuées et qui étaient quand même assez conséquentes. Et l'idée qu'avec un observatoire des prix et des marges, on arriverait à faire les choses. Alors, j'ai à peu près une idée précise de ce que vous en pensez, mais
En tous les cas, ça, si on essaie d'être objectif, c'était plutôt une bonne chose. Là où, évidemment, on n'est pas au rendez-vous, c'est que l'idée selon laquelle on aurait construit le prix en marche avant et que ça aurait permis aux agriculteurs, sur l'ensemble de leurs denrées, de récupérer des euros dans les fermes, eh bien, évidemment, non seulement on n'est pas au rendez-vous, mais on est loin d'y être. Alors moi, je pense qu'il y a eu 2 écueils. Le premier, c'est autour de l'expression de la construction du prix en marche avant. Quand on fait un peu d'économie, il n'est pas illogique de comprendre ce que sont les coûts de production des producteurs, qu'ils soient laitiers, encore une fois, comme vous, ou d'autres productions, pour comprendre finalement où est la manière de fonctionner et comment, à minima, il faut rémunérer les producteurs pour qu'on continue à avoir des producteurs et de la production. Sauf que tout le monde sait très bien que, quelle que soit la production, entre les plus performants et ceux qui ont fait d'autres choix ou qui sont moins performants, dans toutes les productions, il y a 30% d'écart. Ça se passe comme ça partout. En lait, en viande, en céréales, en ce que vous voulez, il y a 30%. Et donc, il a pu être compris dans certains endroits que l'idée de construction du prix en marche avant, c'est que chacun arriverait avec son coût de production en disant bah, « moi je suis là » et du coup, voilà. Bon. Et ça a laissé quelques stigmates qui ont été compliqués à faire. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, les grands distributeurs se sont organisés rapidement pour contourner l'obstacle, soit en mettant des plateformes d'achat hors de la France et notamment à Bruxelles, soit évidemment en contournant le cadre légal. Voilà. Bon, ça a été dit ce matin, la première année, on a à peu près regardé, on était bénévolants. Allez, disons que si on veut être un peu optimiste, il y a eu quelques effets, notamment en lait, modestes, mais quelques effets. Peu dans d'autres productions, un peu en viande bovine la deuxième année. Et inutile de vous dire que cette année post-Covid, les négociations commerciales sont absolument horribles. Et je sais de quoi je parle, puisque vous savez que le groupe Avril vend quelques produits en supermarché et que, évidemment, on est en première ligne pour voir quel est l'esprit des distributeurs. Donc l'objectif n'est pas atteint. Soyons clairs. Il y a quelques données positives, mais l'objectif n'est pas atteint. Il est d'ailleurs reconnu par le ministre de l'Agriculture et au plus haut sommet de l'État qui continue à dire qu'on va faire les choses. Mais disons-le, aujourd'hui, l'espoir qui était de revoir un peu de valeur dans les fermes n'arrivera pas de ce pas. Alors, vous savez, moi j'ai un prisme très économique. Je pense que c'est une forme de responsabilité aussi de la manière dont se structurent les relations en filière. Et par conséquent, et pour maintenant voir du début jusqu'à la fin de la chaîne, il faut que chacun exerce une pression que je qualifie d'intelligente sur l'autre pour que finalement il y ait une forme de continuité de l'action. Je me désole de la déprise et de la baisse de l'élevage. Alors d'abord en élevage bovin, quand on voit en bovin viande, quand on voit la baisse du cheptel français, la décapitalisation dans les exploitations françaises, il y a quand même un moment, ça va poser un problème aux opérateurs industriels, parce que comme tous les opérateurs industriels, il y a quand même un point mort en deçà duquel, évidemment, les ratios économiques ne sont pas de même nature. Et puis, plus largement, c'est toujours quand même très compliqué d'avoir des opérateurs qui considèrent que finalement les agriculteurs sont simplement des fournisseurs de minerais, sans parler de qualité et de valeur, alors que par ailleurs la société réclame de la montée en gamme. Je vous donne une information du jour. Ce matin est sorti, vous savez, il y a un certain nombre de gens qui suivent les produits qui sont achetés en grande distribution, les plus achetés en grande distribution. Et le produit qui est le plus acheté en grande distribution sur les premiers mois, le premier semestre de l'année 2021, c'est le pot de 1 kg de Nutella. Voilà. À peu près 40 millions d'euros. Et ce pot de Nutella, chacun sait qu'il est fait avec de l'huile de palme, voilà, bon. Et le deuxième, c'est le beurre. Président, je suis désolé pour la marque, mais je le dis quand même pour que ça soit précis. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des injonctions paradoxales qui traversent la société et qui font qu'entre les désirs d'une plus grande proximité et la réalité de l'acte de consommation, il y a encore un gap qui est absolument énorme. Et il faut qu'on continue à faire ce travail, et c'est ce qu'on fait modestement à la FNSEA. Il a été fait le reproche parfois à la FNSEA de porter les EGA. Moi, je voudrais dire devant vous que c'est quelque chose d'assumé. Au même titre que j'assume le fait de dire que ce n'est pas une réussite et on n'est pas au rendez-vous. Mais il me semble que c'est le rôle d'un syndicat, premier syndicat agricole, d'être aux côtés des pouvoirs publics pour essayer d'apporter des solutions aux agriculteurs. C'est le jeu qui a été joué. On l'a fait sans naïveté. On l'a fait avec un regard objectif pour dire, et c'est l'exercice que je viens de faire devant vous, ce qui a à peu près marché et ce qui n'est pas marché. Je sais parfaitement quel est l'état d'esprit des producteurs aujourd'hui en disant on nous a amusés avec ça. Je continue à dire que de toute façon, il n'y aura pas ce qui est espéré en termes d'euros, mais qu'en revanche, il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre et lâcher ce qu'on a à peu près obtenu.
Dernier point sur les EGA, et ça a été dit par Anne tout à l'heure, l'article 44 de la loi qui prévoit qu'on ne puisse pas importer en France des produits qui ne respecteraient pas ni les normes, ni les normes françaises, ni la qualité française, ne fait pas encore aujourd'hui l'objet d'un décret d'application. Bon, ce qui laisse à penser quand même qu'il y a un peu de gêne avec ce sujet-là. Et là aussi, je pense que c'est absolument catastrophique parce que ça décrédibilise la parole publique. Et quelque part, si à un moment c'est dans la loi et que ce n'est pas appliqué, il faut que le législateur fasse ce qu'il faut. Je le dis avec courtoisie aux parlementaires qui sont ici. C'est totalement incompréhensible pour les agriculteurs que les choses puissent se passer de la sorte. Je répondrai aussi aux questions si on a. Je continue pour descendre au sujet d'actualité. Les sujets d'actualité, il y en a deux, enfin il y en a des centaines, mais enfin il y en a deux que je voudrais exprimer devant vous. Le premier, c'est autour des moyens de production. Nous lamentons de voir la disparition petit à petit des moyens de production. Alors je vais les citer, c'est évidemment tout ce qui est autour des semences. Quand je dis semences, je pense aussi à la génétique animale. C'est tout ce qui est autour des produits phytosanitaires, on a parlé, voilà. C'est tout ce qui est autour de la problématique du foncier, on a parlé d'urbanisme, qui est aussi un moyen de production. La question de l'eau, alors qui est peut-être un peu moins prégnante dans ce département, encore que j'ai quand même compris que la sécheresse posait un sujet. Et puis je suppose qu'il y a quelques maïs en silage qui auraient eu besoin de quelques millimètres supplémentaires. Enfin voilà, bon, et il y a quand même un gradient nord-sud marqué. Tous ces moyens-là, il y a quand même un moment, il faut qu'on puisse le faire. Il n'y a pas de photosynthèse qui se fait sans eau. On a besoin aussi de rappeler quelques fondamentaux. Ce n'est pas du productivisme, c'est juste la manière dont on opère précisément les choses et dans lequel on essaie de se mettre en cohérence avec ce qu'est notre vision de l'agriculture, c'est-à-dire une vision qui produit, qui respecte l'environnement et qui est capable de répondre aux attentes sociétales. Donc sur les moyens de production, on continue le combat. Et puis le dernier grand sujet d'actualité, c'est la question du RIP. Donc c'est pas Rest in Peace comme on voit sur Internet, hein, mais c'est le sujet du référendum d'initiative populaire dans lequel vous savez que personne des médias, M. Clément, a, avec quelques acteurs du business, lancé un fameux référendum d'initiative populaire autour de la question de l'animal. Alors je dis autour de la question de l'animal parce qu'il y a 6 items différents dans lesquels tout le monde peut trouver un peu sa sauce. Alors ça va évidemment de l'élevage, à la chasse, au cirque, enfin voilà. Bon. Nous, on est évidemment très opposés à ça, non pas à l'idée qu'on reviendrait sur le cadre de la loi, ce n'est pas le sujet de la FNSEA, en revanche, à l'idée que finalement, il y en a un peu pour tout le monde et qu'on ne sait pas de quoi on parle. Bon. Je le dis, il y a finalement une forme d'agglomération d'un peu tout dans cette proposition qui finalement nuit aux choses. Il y a, au moment où je vous parle, 129 ou 130 parlementaires qui l'ont signé. Donc moi, je vous invite à regarder s'il y a des parlementaires de votre département à le faire et aller les rencontrer pour pouvoir avoir une explication. Cet exercice a déjà été réalisé ailleurs et il y a un certain nombre de gens qui n'avaient pas pris la pleine mesure de ce qu'est la réalité de ce référendum. Pour qu'il puisse être opéré, il faut qu'il y ait 185 ou 186 parlementaires qui le signent et la signature de près de 4 500 000 citoyens, ce qui laisse encore un peu de marge de manœuvre. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est pris à la FNSEA de manière très sérieuse. L'idée, ce n'est pas de rester dans l'ancien système. Ce n'est pas de faire la promotion d'un élevage qui peut questionner un certain nombre de concitoyens. L'idée, c'est d'arrêter d'être dans l'injonction permanente et de pouvoir aborder les sujets, y compris les sujets les plus polémiques, de manière équilibrée et mesurée pour ne pas casser l'outil de production. Parce qu'il faut que tout le monde soit clair. On peut se faire plaisir en parlant des cages, du sucre et de ce qu'on veut. Demain, on continuera à importer des fruits, des légumes, du poulet, du sucre, d'États qui ne respectent pas ni nos normes ni nos conditions, et en essayant de se donner une forme de bonne conscience qui ne réglera rien du problème. Voilà. Donc il faut qu'on soit juste clairvoyant. Il n'y a pas de refus, il n'y a pas d'immobilisme, il y a juste la volonté de regarder les choses de manière pragmatique. Je voudrais terminer mon propos en vous parlant quand même du projet FNSEA 2025. On en a parlé ce matin. L'objectif, c'est d'être capable de se challenger collectivement sur une vision de l'agriculture française. Il nous manque singulièrement dans ce pays une vision claire de l'agriculture française. Nous avons trop d'injonctions qui sont finalement très opposées. On a besoin de retrouver
le goût pour l'acte de production. Ça n'est pas un gros mot de produire. Nous ne sommes pas de vilains productivistes. On a juste besoin de produire avec l'idée, que nous ayons des entreprises qui soient viables, qui permettent à des jeunes de s'installer, qui soient transmissibles, et avec l'idée centrale que quand on travaille 70 heures par semaine, on a le droit à un revenu décent. C'est aussi ça, faire nation, c'est reconnaître à chacun le droit de vivre de son travail. On ne peut pas dire que dans les discussions, j'entendais ce matin la polémique autour du passage aux 32 heures et les propositions d'un certain nombre de syndicats. Je pense que c'est quelque chose qui est assez loin des problématiques qui sont les nôtres. Mais on a besoin, et c'est ça le cœur du réacteur de la FNSEA, d'assurer le revenu des agriculteurs. C'est ce à quoi on s'emploie modestement. J'ai commencé en vous remerciant. Je voudrais terminer en vous disant la totale motivation de l'ensemble des élus de la FNSEA, qui ne sont ni plus ni moins que vos représentants. Je voudrais en profiter pour remercier Sébastien, puisqu'il est finalement votre représentant à la FNSEA. Il y est assidu, il n'a pas peur de dire ce qu'il a envie de dire, et il est finalement très efficace. Je vous l'ai dit ce matin, vous avez un grand et beau département qui est bien structuré d'un point de vue agricole et qui fera envie à bien des zones de France. Ne perdez pas cet atout, soyez conscients de cette force, et à ces conditions, je pense qu'ensemble, on sera capable de relever bien des challenges. Merci beaucoup. Merci Arnaud. On va laisser peut-être l'expression à la salle pour peut-être poser quelques questions ou au moins faire quelques commentaires ou donner quelques avis. Et donc là, c'est pour ça que je regarde mesdames, messieurs les parlementaires, pardon. Et puis Monsieur Kulunix clôturera évidemment nos travaux tout à l'heure, enfin, il s'exprimera au nom de l'administration. Voilà. Mais comme vous le voudrez, Monsieur le directeur. Y a-t-il des questions ? Oui, Jean-Luc. Donc Jean-Luc Leblond, producteur de légumes, là. Je voulais revenir sur la loi Egalim, là. J'aimerais savoir, clarifier les choses, parce que j'entends beaucoup de choses là-dessus. Qu'est-ce qui prévaut entre l'accord Schengen, la libre circulation des biens et des personnes? Donc voilà. Parce qu'on me dit que la loi Egalim, on ne peut pas l'appliquer. L'article 44, on ne peut pas l'appliquer parce que la libre circulation, l'accord Schengen, prévaut. Alors moi, je ne sais pas, il y a des parlementaires, il y a un certain nombre de personnes à la tribune. J'aimerais bien avoir un éclaircissement là-dessus, si c'est possible. Bon, moi, je ne sais pas tout sur tout, mais et puis on laissera les parlementaires, parce que c'est quand même le cœur de leur métier, mais une loi qui est votée par les parlementaires, fait l'objet d'une étude par le Conseil d'État sur la validité des articles de la loi. Donc à partir du moment où elle est votée, voilà, si elle avait fait l'objet ensuite d'un recours sur la constitutionnalité, ça aurait été fait, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, la loi, elle a été votée. On attend, comme toutes les lois, les décrets d'application. Et il y a eu un certain nombre de décrets d'application qui ont été donnés, mais pas sur ce fameux article 44. Voilà ce que moi, je peux vous dire. Alors après, il y a des spécialistes de la loi dans la salle, ils vous répondront bien mieux que moi. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Je dis simplement que si elle n'avait pas... D'abord, avant de sortir une loi, je peux vous dire qu'il y a quand même quelques allers-retours pour regarder si c'est un peu solide. On n'y va pas comme ça, juste... voilà. Et ensuite, pour le moment, ça n'a pas fait l'objet d'un recours, donc je ne peux pas vous dire. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas le décret d'application sur cet article. Mais encore une fois, peut-être les parlementaires seront mieux placés que moi pour vous répondre. Oui, Philippe, sénateur Bas, vous pouvez donner le micro, s'il vous plaît. Oui, j'en parle d'autant plus à mon aise que cette loi-là, moi, je ne l'ai pas votée. Mais ce que je veux vous dire... c'est que, et d'ailleurs je me tourne vers Arnaud Rousseau qui m'envoie gentiment le micro, je lui renvoie. Vous savez qu'il y a une procédure, c'est une astuce très, très importante à connaître, qui permet, quand un décret d'application n'est pas pris, de sommer le gouvernement de le prendre par lettre avec accusé de réception. Si dans les 2 mois il ne l'a pas fait, vous faites un recours devant le Conseil d'État qui va condamner l'État pour son inertie à des astreintes, c'est-à-dire à payer de l'argent. Et donc faites donc ça. Moi je crois que ce serait une bonne... Puis allez voir aussi les députés de la majorité. Peut-être que Bertrand veut s'exprimer aussi sur le sujet. Bon. Sur le fond de ce fameux article 40, moi non plus je n'ai pas voté
ce texte des EGA parce que, je le dis en toute amitié pour nos collègues de la majorité, je l'ai dit sans malice, je n'y ai jamais cru. Moi, j'ai toujours cru aux rapports de force. Et les rapports de force avec la grande distribution, c'est tout simplement l'effet des regroupements. Vous avez 4 centrales d'un côté et puis vous avez des milliers d'agriculteurs de l'autre côté. Alors, les OP dans la filière laitière ont fait ce que vous savez, dans d'autres filières aussi, mais dans certaines, la marge de progression est énorme. En ce qui concerne le fameux article 44, je comprends que le gouvernement ou le ministère soit très ennuyé pour le signer. Pour la bonne raison, c'est que ce n'est pas l'espace Schengen. L'espace Schengen, c'est la liberté de circulation des personnes. Par contre, le marché unique, c'est une réalité. Au sein des 27, il ne doit y avoir aucune entrave dans la libre circulation des marchandises. Or, si vous voulez, il y a des produits et des pays qui utilisent certains produits si vous voulez, qui ne sont pas autorisés en France. Tout simplement parce que il y a une décision politique qui est prise, qui est souvent, rarement, je dirais, assise sur un avis scientifique. Arnaud Rousseau, à juste titre, l'a dit à plusieurs reprises ce matin, on a créé des agences, et malheureusement, on fait fi du résultat scientifique des agences sur le glyphosate. Il y a quand même eu 12 avis, je dirais, en la matière, de différentes agences internationales. Et sur les 12, 11 ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Une seule a dit cancérigène probable, mais non avéré, si vous voulez. Donc, les autres États peuvent dire nous ne nous sentons pas liés, si vous voulez, par la décision politique de la France, donc nous utilisons tel ou tel produit. La France pourrait interdire au travers de ce qu'on appelle une clause de sauvegarde. Mais la clause de sauvegarde, pour la lancer, si vous voulez, il faut l'étayer sur un fait scientifique, sur un fait sanitaire. Donc, je ne sais pas comment le gouvernement va s'en tirer. Et Philippe Bas a répondu en tant que juriste, c'est vrai qu'il faut, entre guillemets, pousser l'État à aller jusqu'au bout. Mais moi, je ne vois pas, logiquement, on n'aurait pas dû écrire l'article 44. Parce que, si vous voulez, c'est insoluble. C'est littéralement insoluble. Voilà. Donc, enfin voilà, moi, ce que je voulais vous dire en complément de la réponse de Philippe, c'était une réponse d'un juriste et plutôt d'un scientifique, enfin je le dis avec une toute petite modestie, mais si on ne veut pas, sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, ne pas faire état, ou je dirais ne pas souscrire aux avis des agences, supprimons les agences. C'est plus simple, on fera des économies. Voilà. Et on s'en référera aux réseaux sociaux. Et c'est les réseaux sociaux qui donneront leur avis scientifique. Voilà, c'est tout. Oui, Philippe. Monsieur le député Gosselin, pardon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Sébastien. Moi non plus, je n'ai pas voté ce texte. Oui, mais il y en a un qui pourra vous en parler. Et le pauvre, là, il va être obligé d'y passer, Bertrand. Je ne l'ai pas voté parce que je ne croyais pas dans ce texte, très clairement, et notamment avant même l'article 44, dans l'article 1er, avec cet observatoire des prix et puis cet ensemble qui devait assurer un vrai équilibre, dans lequel l'État s'est pour une grande part retiré. Donc en laissant simplement les organisations se débrouiller elles-mêmes avec des centrales qui font un peu la pluie et le beau temps, il était vraisemblable que ça ne puisse pas aboutir. Et en effet, vous l'avez souligné, ça n'aboutit pas complètement. Mais moi, je voulais rebondir sur un point que vous évoquiez tout à l'heure et qui me paraît vraiment très important. Vous disiez, les agriculteurs, aujourd'hui, l'agriculture en France ne sait plus où elle va, effectivement. Et je crois qu'il y a besoin d'un pacte. Pendant des années et des années, un petit peu comme le lien armée-nation, on avait un lien agriculture-nation. Voilà, on a demandé au sortir de la guerre à l'agriculture de nourrir les Français. C'était la première ardente obligation, nourrir les Français au lendemain de la guerre. Et puis après, on a dit à l'agriculture, il faut non seulement nourrir les Français, mais il faut qu'on soit les meilleurs en Europe pour exporter et puis dans le monde. Et les agriculteurs, à chaque fois, ont été présents au rendez-vous. Aujourd'hui, il n'y a pas un ou deux objectifs. Aujourd'hui, il faut produire, mais en étant avec le bien-être animal, avec l'environnement, avec l'eau, avec les contraintes, les zones bleues, les zones vertes, avec le temps qui fait beau, pas beau, machin, etc. On ne sait plus.
en réalité où on va. Et je crois que, au-delà même des objectifs financiers, des politiques agricoles communes, etc., qui sont nécessaires, imaginez un seul instant si nous étions recroquevillés uniquement sur nous-mêmes. En réalité, par moment, il n'y a pas trop d'Europe. Il n'y a peut-être pas assez d'Europe et assez de concertation en Europe. C'est peut-être ça, un des sujets. Ce n'est pas en étant simplement seul. On est encore un grand pays exportateur. Si on est tout seul et qu'on ne peut pas exporter, on peut produire, ça ne donnera rien. Mais je crois qu'il est urgent de donner un pacte de refondation et des objectifs clairs à l'agriculture. Que veut la société? Que veut l'État? Que sont prêts à faire les agriculteurs? Est-ce qu'on veut, oui ou non, être encore avec une société économique agricole qui est performante, qui exporte? Ou est-ce qu'on fait de l'autosubsistance? On a le droit, ce n'est pas mon point de vue, vous le comprenez bien, ce qui ne va pas du tout à l'encontre des circuits courts. Ce n'est pas incompatible tout ça, du bien manger, etc. Mais il faut que vous ayez un pacte clair, un message clair. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens et je crois que ça, c'est une attente politique au sens noble du terme et il y a urgence à redonner ce signal, des signaux clairs à l'agriculture et c'est aussi là-dessus que je voulais rebondir, Monsieur Rousseau, sur votre intervention. Alors, lui, il a voté. Je remercie mes collègues parlementaires de m'avoir savonné la planche. Oui, effectivement, moi j'ai voté les EGA, parce que sur la méthode, je pensais, peut-être naïvement, que, en tout cas, mettre l'ensemble des interlocuteurs autour d'une table et d'essayer de trouver des solutions ensemble, ça restait la bonne façon de faire. Vous l'avez dit, monsieur le vice-président, il y a eu quand même quelques avancées, certainement très insuffisantes par rapport à l'attente de la profession. Ceci dit, le chapitre n'est pas clos. Voilà, et j'ai peut-être tendance à penser qu'on peut encore évoluer, même si beaucoup de décisions dépendent finalement de décisions et d'évolutions de l'Union européenne. On le voit bien sur l'article 44, on peut effectivement l'inscrire dans la loi au niveau français, mais de toute façon, aucune chance aujourd'hui que cet article 44 s'applique. C'est aussi une certitude, parce que le droit européen ne le permettra pas, mais ce qui est effectivement préjudiciable. Par contre, peut-être que la volonté française ou l'exemple français peut servir demain à faire évoluer la législation européenne et qu'il y ait une prise de conscience, même si les intérêts économiques risquent malheureusement de prévaloir à nouveau. Voilà, c'est peut-être un vœu pieux, mais essayons en tout cas d'avoir des avancées liées à ces EGA. Moi, je reste persuadé que c'était une bonne méthode, c'était une volonté commune partagée à la fois de la profession et des décideurs politiques de faire avancer ce qui, aujourd'hui, était un constat de dévalorisation et de non-valorisation, en tout cas, du travail que vous accomplissez. Je vais également évoquer le sujet du RIP, parce que pendant que vous parliez, j'ai regardé les réseaux, le site du référendum et mon nom apparaît. Je ne sais pas pourquoi, je vais corriger le tir. On en a parlé tout à l'heure, monsieur le vice-président, et je ne sais pas si c'est une mauvaise manipulation d'une de mes collaboratrices. En tout cas, moi, je n'ai pas demandé à signer ce RIP. Voilà, donc je voulais le dire officiellement devant vous. Voilà. Mais pour autant, je suis preneur d'un échange sur le contenu, comme vous le suggériez tout à l'heure, parce que vous l'avez sans doute noté, hein, moi je ne suis pas issu du monde agricole. Vous avez la chance dans ce département d'avoir des professionnels qui se sont exprimés avant moi, qui ont une antériorité politique et une connaissance du domaine agricole. Ce n'est pas mon cas, hein. Moi je suis plutôt issu du domaine de l'enseignement, de la culture. Voilà. Donc je ne demande qu'à apprendre et je suis preneur de ces échanges, notamment sur ces sujets de référendum d'initiative populaire. Pour effectivement, je vais corriger dès ce soir de toute façon ma présence sur ce RIP et pour évoluer aussi dans ma meilleure connaissance de tous ces sujets. Voilà. Merci. Alors, excuse-moi Maryse, mais vas-y. Juste, et puis je me tais après, juste sur le RIP. C'est important, effectivement, et quelles que soient nos opinions sur le sujet, il y a quand même, et là il faut qu'on le prenne tous collectivement ensemble, il y a une évolution de la société. Et dans tous les cas, même si, alors moi je ne défends pas du tout le RIP, je trouve qu'ils vont beaucoup trop loin, mais on ne peut pas s'arc-bouter, je pense, sur des schémas qui étaient les nôtres, y compris les miens, bien sûr, d'il y a 25 ou 30 ans. Il y a une sensibilité de la société qui évolue, et ça, je crois que c'est un vrai enjeu, non seulement agricole, mais pas seulement, syndical, bien évidemment, et il faut que vous soyez en capacité, les organisations syndicales, agricoles, en capacité de faire peut-être sur le moyen et le long terme des propositions très concrètes pour ne pas être sur la défensive.
nous sommes sur la défensive en permanente sur tous ces sujets-là. Moi, j'ai le souvenir, et je parle sous le contrôle de Pascal, d'un débat parlementaire auquel j'avais participé. Je me suis fait lyncher parce qu'il y avait la sensibilité animale. J'avais défendu le fait qu'il fallait arrêter de comparer les animaux aux enfants ou aux adultes et à tout ce que vous voulez. Je l'avais dit un peu mieux que ça, mais ça revenait un peu à ça. Bon, il n'empêche que voilà, c'est un discours qui devient un peu plus compliqué. Il y a tellement de gens qui transposent leur affection sur celle de leur animal, avec les véganes qui arrivent, avec plein de choses. Donc voilà, il faut que vous ayez une stratégie, que nous ayons à vos côtés une stratégie. On ne peut pas se contenter de dire ils ont tort, c'est des ayatollahs, c'est ce que vous voulez. Non, non, il faut qu'on réfléchisse, qu'on travaille ensemble sur le sujet pour faire des propositions, pour éviter d'être en permanence sur la défensive et qu'on soit, nous, de notre côté, offensif et pas se faire déborder. Ça, c'est un point très, 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 très important. Voilà, je ne dis plus rien. Merci. Maryse. Oui, Maryse Edouin. Donc, merci, Monsieur Rousseau, de nous avoir un peu aiguillé sur ce que fait la FNSEA. Sur le terrain, parce que je suis encore une femme de terrain, je pense, je crois qu'il y a 15% de nos exploitants qui vont très bien, il y a 15% de nos exploitants qui vont très mal, et les autres ont juste la tête au-dessus de l'eau. Enfin, je crois que je ne me trompe pas. Et est-ce que la FNSEA va regarder l'ensemble de ces agriculteurs qui n'ont plus de trésorerie, il n'y a plus de trésorerie dans les exploitations, et même sur des grandes exploitations, hein, je vais prendre 900 000 litres de lait, 1 million de litres de lait, il n'y a plus de trésorerie, donc n'osent plus investir, parce qu'évidemment, les banques, ben voilà, hein, c'est compliqué. Et puis aussi, on a nos organismes, pas nos organismes, mais disons nos organisations de transformation, qu'elles soient coopératives, et pourtant je pense que la FNSEA a bien défendu la coopération à un moment donné, et puis nos organisations privées, eh bien c'est elles qui font la pluie et le beau temps. Donc l'agriculteur achète le prix qu'on leur donne, et ils vendent le prix qu'on leur donne. Et entre deux, il n'y a plus de marge pour les agriculteurs. Donc moi, je voudrais savoir si la FNSEA va, je ne sais pas comment d'ailleurs, enfin bon, c'est votre travail, remettre des agriculteurs à la gestion des coopératives pour qu'elles deviennent, alors je vais dire un gros mot, mais un peu trop capitalistiques à mon avis. Alors merci Maryse. Une dernière question avant que tu répondes. Arnaud, Hervé. Oui, bonjour. Bon, alors je ne vais pas demander qui a voté la loi, parce que ce n'est pas forcément le sujet. Il y a la loi qu'on vient d'évoquer, mais il y en a d'autres. Et il existait, je pense, un dispositif à l'Assemblée nationale et peut-être au Sénat. Une fois qu'une loi a été votée, s'il y avait un souci, ça devait s'appeler le SAV, c'est le service après vote, je crois, qui pouvait remettre sur le chantier un dispositif. Et je reviendrai sur une loi qui nous a fait mal, et je ne demanderai pas à savoir qui l'a votée parce que ce n'est pas forcément le sujet, c'est la loi de modernisation de l'économie, où dedans, il y a un dispositif qui prévoit, et vous le voyez tous les soirs à la télévision, c'est de faire de la publicité comparative. La publicité comparative qui est essentiellement axée sur le prix, donc le prix bas. C'est pour ça que je dis, effectivement, la société, elle a évolué, mais il ne faut pas pour autant faire du populisme, parce que ça, le prix bas, c'est vraiment du populisme. Sauf qu'on est loin de respecter, justement, que ce soit le sanitaire, l'environnement, l'économie française, au travers d'un système de prix bas, parce que le prix bas, ça existe, certes, mais c'est souvent ailleurs. Et ça ne respecte pas notre réglementation. Donc la loi doit aussi être au service de notre réglementation, c'est-à-dire que quand on vend un produit et quand on fait la publicité pour un produit, on doit faire la publicité pour la réglementation qui va avec. Merci. Merci Hervé. Une dernière, Jackie Bidot m'a demandé la parole. Et tu clôtureras, Jackie, la séance de questions puisqu'il faut qu'on avance. Oui, merci. Donc, Jackie Bidot, président de la communauté de communes de Coutances-Mireille-Bocage. Donc, j'interviens en tant qu'élu et donc, merci de m'avoir invité puisque nous vous soutenons au niveau des collectivités, nous soutenons l'agriculture. Tu m'as invité, Sébastien, et j'étais dit avec plaisir parce que nous étions en réunion M9, structure qui a été innovée et inventée par mon ami Philippe. Je serai demain matin chez vous, Luc, pour l'Assemblée générale des jeunes agriculteurs. C'est mon témoignage pour soutenir l'agriculture. Comme vous le savez, Coutances-Mireille-Bocage a été le premier territoire à signer l'année dernière un contrat de transition écologique pour toute la grande phase
plus, je dirais, Grand Ouest, puisque c'est le Nord, la Bretagne, ainsi de suite. Et dans ce contrat de transition écologique, plusieurs axes sont déterminants et prioritaires, et il s'agit aussi de l'agriculture. Et Pascal, que je salue, avec la Chambre d'agriculture, fait partie justement de nos partenaires privilégiés pour justement la promotion de l'agriculture. Vous avez parlé, monsieur le vice-président, de projets alimentaires territoriaux, ça fait partie de nos axes prioritaires. Vous avez parlé des circuits courts, ça fait partie de nos axes prioritaires aussi. Nous sommes en train de modifier au niveau de Coutances-Mer-et-Bocage notre plan local d'urbanisme intercommunal. Et là, il y a quelque chose qui nous interpelle quand même quelque part, c'est que le partage de l'espace pour permettre à l'agriculture de travailler dans les meilleures conditions possibles, oui, et on va tout faire. Par contre, il y a un processus qui nous interpelle quand même, et c'est là qu'on aura peut-être quelques difficultés avec l'agriculture, et c'est pour ça, cette raison-là que je voulais intervenir. Je voulais vous demander, puisque dans les axes aussi de la transition écologique, il s'agit de la méthanisation. La méthanisation, nous sommes pour. Méthanisation raisonnée. Mais ce que je voudrais vous poser comme question, Monsieur le Président et Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, on l'a échangé la semaine dernière, donc c'est un remake et je vous avais dit que j'en parlerai, parce que ça me semble important. Est-ce que c'est logique aujourd'hui que systématiquement vous ayez des agriculteurs qui désirent augmenter leur production de méthanisation, de doubler la production, ce qui veut donc dire qu'à un moment donné, on demande aux collectivités de faire en sorte que le PLUI partage, et je demanderai à Jean Bizet qu'il intervienne concernant les affaires européennes et l'Allemagne. Et donc, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on puisse permettre qu'il y ait ce que j'appelle un potentiel où on libère de la terre pour les agriculteurs uniquement pour alimenter des méthaniseurs? Quand on demande aujourd'hui on demande une extension de 32 tonnes jour et pour les transformer en 72 tonnes jour de méthanisation, à un moment donné, on va aller chercher du maïs et ainsi de suite qui pourrait servir pour alimenter des animaux et on va faire de la méthanisation. Alors où est-ce que, si on est dans l'industrie, à ce moment-là, on se comporte en industriel et on voit différemment. Mais il me semble, si vous voulez, que là, vous trouverez sur le bas-côté de la route les collectivités qui ne seront pas forcément d'accord avec votre processus d'avoir de la méthanisation industrielle. Voilà ce que je voulais dire en toute amitié, parce que ça nous semble, et ça commence à faire ce que j'appelle jurisprudence, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il n'est pas normal qu'on demande que le PLUI soit ce que j'appelle réservé à l'agriculture. Et on est d'accord, et on le fera. Mais d'un autre côté, s'il faut se libérer des terres agricoles à des fins industrielles pour nourrir, ce que vous avez bien dit, monsieur le vice-président, qu'il fallait être en capacité de nourrir les animaux. Nourrir les méthaniseurs, ce n'est pas tout à fait la même chose, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Merci. Alors, je vais évidemment laisser Arnaud compléter ma réponse sur la question qui m'a été posée par le président de Mer-et-Bocage, et évidemment tu répondras également aux questions de Hervé Maryse. Jackie, le sujet de la méthanisation en interne à la FDSEA suscite beaucoup d'animosité et de débat depuis déjà quelques mois. Il y a un principe qui est très simple pour nous en interne à la FDSEA. Et moi, je vais m'exprimer en tant que président de la FDSEA. Nous sommes dans un syndicat professionnel et un syndicat d'entrepreneurs, surtout d'entrepreneurs. Et à partir du moment où des opportunités sont offertes à un certain nombre d'agriculteurs pour aller sur des valorisations, enfin, des moyens de valorisation de leur surface qui vont au-delà des seuils de rentabilité qu'ils peuvent espérer sur les filières traditionnelles, il y a un moment donné, ça ne me choque pas plus que ça, et je me dis, à la limite, tant mieux. J'aurais malheureusement pas de réponse ni de jugement de valeur sur la dimension des outils. Parce que là aussi, même si le président de la FDSEA, ou du moins son conseil d'administration, a le droit de s'autoriser une position sur le sujet de la méthanisation, je n'ai absolument pas le droit de faire d'ingérence chez les adhérents ou chez les agriculteurs qui font des choix très personnels d'esprit d'entreprise. Mais il faut savoir quand même que la méthanisation, même si elle est très débattue en interne à la FDSEA, entre nous, oui, va avoir des effets perturbants pour les filières élevage, mais elle va aussi avoir peut-être l'avantage
de régler certaines problématiques chez certains exploitants qui s'en sortent plus. Je pense à la question de Maryse, où à un moment donné, il y a aussi des exploitants qui ont arrêté le lait pour diverses raisons et qui, demain, trouveront une valorisation intéressante de leur surface via la méthanisation. Oui, ça sort complètement des modèles qui sont les nôtres en élevage, mais c'est une donne qu'il faut qu'on ait à la FDSEA à l'esprit. Et puis, il y a également un autre levier. Si, à un moment donné, la méthanisation est tracteur, je dirais, sur la valorisation des surfaces, bien, tout à chacun, en tant qu'exploitant, on fait aussi des choix sur nos entreprises. Et on peut très bien faire le choix demain, là où on a 40-50 hectares de surface en maïs en silage, décider de contractualiser avec un méthaniseur pour 10 hectares et faire peut-être arrêter la viande bovine. Peut-être diminuer la production laitière. C'est sans doute pas le bon schéma à moyen long terme, mais c'est peut-être le levier dont on doit se servir, nous, la FDSEA, pour expliquer aux filières d'élevage qu'il y a un moment donné, il va falloir qu'elles se mettent en ordre de marche pour s'aligner là-dessus. Ça ne répond pas totalement à la question de Jackie, mais et non plus, je n'ai pas l'ambition dans mon propos de répondre à la place du conseil d'administration, parce qu'à ce jour, on a débattu, mais il n'y a pas une position claire et ferme de la FDSEA sur le sujet. Je sais que Pascal a l'intention, et on partage avec Luc, de mettre en ordre de marche les équipes techniques de la Chambre d'agriculture pour nous permettre d'avoir une expertise la plus ajustée, la plus fine possible sur le sujet. Mais chez nous, en interne, les débats restent complètement ouverts et la réflexion, la façon dont vous abordez, Monsieur le Président, la question de la méthanisation sur votre territoire, elle sera évidemment sous cet angle-là aussi pour nous à prendre en compte. Voilà. Si je puis me permettre, je suis tout à fait d'accord que la méthanisation est raisonnée, d'accord, en transition. Par contre, je dis aussi qu'il peut y avoir ce que j'appelle une concurrence entre les agriculteurs. Dans la mesure où il y a des agriculteurs qui achètent du maïs pour nourrir leurs bêtes et qui a un dumping de structures qui disent nous, on vous paye votre maïs beaucoup plus cher pour alimenter notre méthaniseur, je veux dire qu'il y a une concurrence déloyale qui est en train de s'instaurer. Et ça, c'est votre niveau à vous, c'est pas le nôtre. C'est simplement une. Bon, d'abord, merci de poser la question en ces termes. Juste une petite explication sur le 32 tonnes et après, ça c'est le réflexe qui est le fruit de ce qu'ont vécu les agriculteurs dans les installations classées. C'est-à-dire que vous savez très bien que jusqu'à 32 tonnes, on est soumis à une déclaration et au-delà, on est soumis à une autorisation. Et que, comme c'est difficile en France aujourd'hui de développer des projets de cette nature, et que dans bien des endroits, dès que vous voulez agrandir une porcherie, un poulailler, vous vous heurtez à l'association du coin, à des élus locaux, voilà. Les agriculteurs qui se sont lancés dans la méthanisation ont d'abord dit on fait moins de 32 tonnes jour, donc en gros 140, 150 normomètres cubeurs. Et une fois que le site est installé, les gens se rendent compte que c'est pas forcément très odorant, que c'est pas forcément nuisible, parce que moi j'ai fait des réunions publiques avec des opposants, alors là vous entendez des trucs, bon. Les gens qui s'interrogent légitimement, une fois qu'ils ont le site, qu'ils ont été le visiter, qu'ils ont vu que c'était pas forcément ce que voulaient leur vendre les marchands de peur, ils sont pas forcément hostiles au passage, parce que finalement, le site industriel ne double pas de volume. Je veux dire, c'est juste éventuellement une cuve de plus, mais enfin, la surface de stockage, d'ensilage, modifie pas forcément fondamentalement la tête du site. Et donc, les gens se disent, en termes de prise de risque, je rappelle quand même que c'est un investissement pour les plus petits qui est de l'ordre de 2 à 3 millions d'euros et qu'on peut facilement être à 4, 5, 6, ce qui, pour un groupe d'agriculteurs, est quand même une prise de risque importante, ce qui témoigne aussi de la capacité des agriculteurs à être bien dans l'esprit d'entreprise et d'aller de l'avant. Et je comprends le souci de l'élu local de se dire, bon, il faut quand même qu'on regarde ça et qu'on n'ait pas l'impression d'être blousé. Je vais vous dire, aujourd'hui, il n'y a pas un seul projet de méthanisation en France qui passe directement à autorisation, parce que ça concentre les tirs de barrage de tous ceux qui sont... voilà. Bon. Et qu'une fois que c'est construit et qu'on ne s'amuse pas. Voilà. Ça, c'était le premier sujet. C'est pour vous expliquer que ce n'est pas une volonté des agriculteurs d'essayer de faire un coup par en dessous vis-à-vis de la collectivité, mais c'est le fruit de l'expérience, hein, c'est l'adaptation de l'espèce, si je puis dire,
au fait que quand vous avez essayé de développer des projets, à chaque fois, vous trouvez... Voilà, bon. Le deuxième sujet que vous posez, qui est un problème plus interne, mais que je ne veux pas éluder, qui est une forme de concurrence vis-à-vis du produit. Et ça fera le lien avec la question que vous avez posée, madame, sur finalement que fait la FNSEA sur les sujets de revenus, sur les sujets de compétitivité. Voilà. C'est un sujet délicat qui oppose des choix, et ça a été dit très bien par Sébastien, de chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment, le chef d'entreprise arbitre des choix sur son exploitation. Ou le groupe de personnes qui construisent un méthaniseur et qui est obligé d'aller chercher une capacité en dehors de ses propres parcelles, en disant de toute façon avec ce que j'ai, j'en ai pas assez, il faut que j'aille ailleurs. D'abord, il prend un risque majeur parce qu'il s'expose à une concurrence importante et à la capacité à trouver du sourcing. Je le dis aussi, j'irai plus loin après, c'est aussi créateur de valeur. Les coopératives qui vendent des issues de silos, il y a 10 ans, les issues de silos, il fallait payer pour mettre en décharge. Aujourd'hui, ça a une valeur méthanogène et ça crée, pas un gros chiffre d'affaires, mais ça crée quand même de la valeur dans la filière. Bon. Ensuite, je comprends très bien que l'éleveur laitier qui achetait à son voisin des hectares d'ensilage pour nourrir ses bêtes voit un surenchérissement du coût de la matière qui est ni plus ni moins que la concurrence sur le marché. Alors, je veux heurter personne, mais moi je tiens le même discours dans tous les départements, je ne l'adapte pas en fonction de qui j'ai en face de moi. La réalité, c'est que l'éleveur qui va chercher de la matière en dehors de sa capacité d'autonomie fourragère, c'est aussi parce que, suite à la cessation des quotas, la plupart du temps, il a poussé un peu les volumes. Je ne sais pas si c'est le cas ici, mais je n'ai pas de mal à le penser. Et que du coup... Non, mais je pense qu'il faut se parler... voilà. Et que du coup, peut-être qu'il y a 7-8 ans, il avait sa capacité fourragère, puis comme aujourd'hui, il a un peu plus de vaches et puis qu'il produit un peu plus de lait, bah, faut qu'il aille chercher à côté. Et puis, parce que quand même, j'en ai un peu posé des questions avant de venir, bah, il achetait ça entre 800 et 1000 euros l'hectare. Et moi, je peux vous dire qu'à 800 000 euros de l'hectare, pour celui qui produit le maïs, l'équilibre, il est break-even, voire un peu négatif. Et que celui qui produit ça, si demain il peut le vendre 1200, 1400 euros à quelqu'un qui fait de la méthanisation, oui, la vérité, c'est qu'il ne va pas forcément se poser la question. Donc, vous voyez que quand on pose le sujet comme ça, je trouve qu'il est plus équilibré. Alors, là où je vous rejoins, c'est qu'entre nourrir des bêtes et nourrir une machine, on peut se dire, il y a quand même un écart. Il y a quand même un écart. Et ça, je peux très bien le comprendre. Mais dans l'idée qu'il faudrait une forme d'autonomie sur la manière dont on fait, qui va être un sujet d'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans l'éco-schéma, mais dans l'éco-schéma, la question autour de l'autonomie alimentaire des exploitations d'élevage va venir à un moment ou à un autre. Bon. Moi, je n'ai pas de problème avec celui qui a poussé et qui va chercher de l'alimentation ailleurs. Simplement, il sait très bien que quand il va la chercher ailleurs, il va la chercher au coût du marché. Voilà. Et donc, quelque part, il l'a fait parce que ça crée de la valeur sur son exploitation. Sinon, il ne le ferait pas. Donc, il ne faut pas reprocher aux autres la même démarche intellectuelle que celle qu'on a fait sur sa propre exploitation. Ça, c'est une histoire d'honnêteté. Après, on peut dire, c'est quand même plus important de produire du lait et de nourrir des animaux que de produire de l'énergie. On peut le considérer, je n'ai pas d'argument pour réfuter ça. Mais je dis simplement que, vu de la position du chef d'entreprise, et puisque l'objet de la FNSEA, c'est d'essayer de créer de la valeur sur les exploitations, à un moment où on sait que les paysans sont quand même un peu étranglés, on ne peut que difficilement le reprocher. Alors après, dans certaines régions, il y a aussi un problème avec le maïs. Moi, je ne veux pas éluder la question. Il y a un certain nombre d'élus qui ont des problèmes avec le maïs. Je ne vous fais absolument pas ce procès, cher monsieur, et je n'ai pas compris ça dans vos propos. Mais je le dis parce qu'il y en a aussi pour qui ça peut être un problème, en disant il y a du maïs partout, le maïs, ça consomme de l'eau, enfin, tous les poncifs que vous connaissez par cœur. Bon. Ce qui est sûr, c'est que d'abord, ça ne peut pas être que du maïs. Ensuite, en fonction des modèles de méthanisation, c'est très différent. Mais moi, je trouve que quand on prend le problème comme ça va plus loin. Moi, je vais vous dire quelle est la réponse qui me paraît adéquate. C'est qu'en fait, il y ait une discussion très proche et très transparente avec les collectivités pour expliquer en quoi les projets se montent et comment ils se montent. D'ailleurs, dans un territoire comme le vôtre, où la densité de l'habitat est importante, parce que l'atomisation de l'habitat plutôt est importante, c'est pas toujours facile de positionner un projet de méthanisation, ou en tous les cas une installation ICPE. Donc c'est plutôt courageux de le prévoir dans les documents d'urbanisme, et moi je vous remercie pour les agriculteurs. Après, je pense que la discussion est capable de faire ça. Je veux dire, les hectares de maïs, ils seront là quoi qu'il arrive,
Et on est plutôt, nous, favorables à conserver des terres agricoles plutôt que voilà, voir l'expansion urbaine se faire, même si on n'est pas du tout hostile à la croissance économique, je le dis aussi, parce qu'il faut trouver une forme d'équilibre. Mais voilà la réponse que j'ai plutôt envie d'apporter. Quand on pose les données de cette manière, ça me paraît plus compréhensible et équilibré. Voilà, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais en tous les cas, je voulais le dire de manière très honnête. Il y a évidemment ce sujet à la FNSEA. Il n'y a pas de position arrêtée, donc ce que je viens de vous dire n'engage pas la FNSEA. J'essaie de prendre le problème de manière très froide et très pragmatique. Et je ne crois pas me tromper beaucoup par rapport à ce que je vous ai dit. J'enchaîne, mais s'il y a des réactions, je les prendrai bien volontiers. J'enchaîne sur votre question. Que fait la FNSEA par rapport à la problématique du moment de, grosso modo, 15% d'agriculteurs qui sont sous la barre de flottaison? Je pense que c'est un peu plus. Enfin, tant mieux si dans ce département, c'est 15%. Voilà. Alors, bon, on va essayer de remettre chacun à sa place. D'abord, la FNSEA, c'est une fédération de fédérations dans laquelle, je vous l'ai dit, le prisme, c'est le goût d'entreprendre en agriculture. Donc en fait, il y a devant nous des gens qui ont des projets et qui investissent. Et donc la FNSEA, jamais, elle ne remplacera les choix individuels d'un chef d'exploitation que vous êtes. Donc vous faites des choix sur vos exploitations et vous n'avez pas besoin de la FNSEA pour les faire. En revanche, le rôle de la FNSEA, c'est de garantir que les conditions d'exercice du métier soient le plus favorisées possible en termes de compétitivité, de fiscalité, d'économie de charge, de création de filières, de rééquilibrage des relations quand elles ont besoin d'être équilibrées, de lien avec l'ensemble des organisations professionnelles, de lien avec les parlementaires. Ça, c'est le rôle de la FNSEA. Et donc, il ne faut pas non plus tout attendre de la FNSEA. Je ne me dégage pas des responsabilités que nous portons collectivement. Je dis simplement qu'il faut accepter aussi que dans une profession libérale, il puisse y avoir des choix d'entreprise qui puissent être différents et qui doivent être assumés différemment. On ne parle jamais de ce sujet parce qu'il est tabou. Mais acceptons de dire que peut-être dans une même commune, avec les mêmes conditions pédoclimatiques, le niveau de compétence de chaque professionnel qui est dans la salle n'est pas exactement le même. Voilà. Et que donc, du coup, il y a des gens qui sont plus regardants. Et puis les résultats, on a eu l'occasion d'en parler hier avec les chefs d'entreprise. Je me méfie beaucoup des résultats fiscaux, moi, vous savez, parce que je connais un petit peu le monde agricole et je sais qu'en général, l'agriculteur a une capacité aussi. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'EBE des entreprises. Voilà. Ou l'EBITDA quand on est une entreprise un peu plus grande. Ça m'intéresse plus parce que c'est là où on voit la réalité à capacité à créer de la production. Et après, il peut y avoir des choix d'entreprise. Vous pouvez faire le choix parce que vous êtes responsable professionnel d'avoir un peu plus de salariés quand vous arrivez à en trouver un, et donc ça vous coûte un peu plus cher, mais ça veut dire qu'il peut y avoir éventuellement un choix. Vous pouvez avoir le choix d'un robot de traite qui va vous créer des charges un peu supplémentaires pendant quelques années, mais parce que c'est un choix d'entreprise. Voilà. Et donc il y a un moment, il faut aussi que chacun, dans son entreprise, assume ses choix. La FNSEA, elle n'est pas toujours bonne. Quand elle n'est pas bonne, il ne faut pas hésiter à le dire. Mais il ne faut pas faire porter à la FNSEA ce qui relève d'une responsabilité individuelle. Après, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de sujets qui ne vont pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des combats à mener. Je ne suis pas en train de dire que peut-être on n'a pas des points d'amélioration majeurs à effectuer. Mais c'est important de le faire. Vous avez parlé de la relation avec la coopération. Et puis j'ai vu que tout le monde applaudissait. Donc c'est pareil partout. Le sujet, c'est quoi ? Le sujet, c'est que le syndicalisme a besoin de devenir plus économique et de comprendre ce que sont les conditions d'exercice de la gestion d'entreprises coopératives qui sont souvent avec des contraintes de marché qu'ignorent les producteurs. Et les coopératives, c'est pas, j'ai pas mis de virgule entre les deux, hein, c'est les deux. Hein. Et les coopératives ont besoin de garder un lien très précieux avec les conditions de l'exercice du métier sur le terrain et parfois les commentaires qui peuvent être faits, qui sont justifiés ou pas, peu importe. Et ce qui crée aujourd'hui une problématique, c'est que c'est pas facile d'être administrateur de coopérative, c'est pas facile. Ça nécessite de se former, parce que plus la coopérative est grosse, plus il y a des cadres dirigeants qui sont costauds, et je sais de quoi je vous parle. Et c'est pas toujours facile de monter un pur sang. Et ensuite, on a besoin de rapprocher les points de vue. Moi, je vous le dis comme je le pense. Alors, des coopératives, il y en a autant comme autant, dans toutes les productions. Bon, c'est quand même des paysans qui prennent des responsabilités. Si vous trouvez que les gars ne sont pas bons, il faut prendre leur place. Ensuite, il faut que le monde agricole définisse la stratégie qu'elle veut et laisse ensuite faire les gens qui sont opérationnels leur métier. Et donc, moi, j'œuvre. Et je vous le dis, ce discours, je le tenais avant, je le tiens encore plus aujourd'hui, parce que moi, je sais d'où je viens du syndicalisme, mais il se trouve que maintenant, j'ai 2-3 responsabilités dans l'économique, et que je vois bien la difficulté.
Et si on ne réussit pas cet exercice de rapprocher les responsables économiques des responsables syndicaux, ça sera perdant pour la profession agricole. Et donc le sujet de fond, ce n'est pas les outils économiques, c'est un super outil la coopérative. Attendez, fiscalement c'est un super outil, en termes de levier c'est un super outil. La question de fond, c'est comment ça, c'est la gouvernance, comment c'est gouverné. Quelle est la représentativité des gens? Comment on arrive à éviter les grands messes où tout le monde lève la main? Comment les gens arrivent à faire passer des messages? Comment on arrive à former les agriculteurs? Comment on arrive à renouveler les générations? Voilà, c'est ça l'enjeu. Alors on peut se faire plaisir en disant que c'est coopérative, de toute façon ils prennent la marge et tout. Il y en a des bonnes et il y en a des pas bonnes, comme partout, comme il y a des paysans qui sont bons et d'autres qui sont moins bons. Il faut regarder ça très précisément. Alors après on peut faire des propos de tribune à l'emporte-pièce, moi je sais faire, c'est très facile, on se fait applaudir. Je pense que les choses sont un tout petit peu plus exigeantes et complexes que ça. Mais à ces conditions-là, on doit pouvoir arriver à le faire. Et puis on est quand même dans un monde de compétitivité, parce qu'on peut se parler franco-français. Mais enfin, on sait aujourd'hui que les marchés, c'est autre chose que ça. Le porc l'a mesuré avec la fièvre porcine africaine, le lait l'a mesuré avec un certain nombre de crises 2009, 2015 et compagnie. Les céréales ont leur lot aussi. Enfin voilà. Donc l'exigence, elle est plutôt que on passe, on l'a dit tout à l'heure ce matin avec les GA, une génération qui veut comprendre comment ça se passe, qui ne veut pas des grands poncifs, des grands messes dans lesquels tout le monde lève la main, bénit la salle et terminé. Et ça nécessite que les administrateurs de coopératives qui sont en responsabilité aujourd'hui en prennent conscience. Je crois que pour la plupart, ils en ont conscience, et fassent le boulot. Et ensuite, à ces conditions-là, quand on comprend mieux quels sont les enjeux du syndicalisme, on est plus efficace. Et quand le syndicalisme comprend un peu mieux les enjeux de la contrainte économique, ça permet à tout le monde de progresser. Voilà ce que je crois on doit porter à la FNSEA. Merci Arnaud. Merci de ta venue dans le département de la Manche. Et puis merci de tes propos pointus, clairs, précis, pédagogues, comme on a l'habitude de les entendre d'ailleurs au conseil d'administration de la FNSEA. Monsieur le directeur adjoint des DTM, vous avez la parole pour vous exprimer. Alors je sais que vous n'avez pas eu spécialement de consignes de la part de monsieur le préfet pour vous exprimer, mais vous avez, je crois, quelques chiffres à nous communiquer. Oui, effectivement, je serai très bref. Il n'était pas prévu avant le coup que j'intervienne, donc j'aurais pu dire des choses, mais effectivement, déjà, je suis très content d'être ici parce qu'effectivement, la qualité des interventions, des échanges, la qualité des interventions des échanges témoigne effectivement du dynamisme de la profession agricole, et c'est vrai que ça fait plaisir à voir. Je vais juste vous donner quelques chiffres, à savoir qu'on instruit à la DTM la PAC. On a cette année eu 7180 dossiers, donc c'est une petite baisse d'1,5%, ce qui suit la tendance nationale, je pense. Mais apparemment, pour l'instant, tout se passe bien, on n'a aucun souci. Alors je crois que ça mérite d'être souligné parce que ça n'a pas été comme ça tous les ans. Et le paiement, le premier acompte d'octobre devrait être payé sans souci. Voilà. Bon, merci. C'est vrai que ça mérite quelques applaudissements parce qu'on a plus souvent l'habitude de râler après l'État sur les délais de règlement. Voilà, merci. Merci à vous, monsieur le directeur, et puis merci encore une fois à toi, Arnaud. Merci à vous tous d'avoir participé à cette Assemblée Générale, même dans des conditions si particulières. Et puis, bien, bon retour chez vous. Merci.